Bonjour à tous et bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Midi Ensemble. La séance de rattrapage de toute l'info, c'est maintenant. Restez avec nous, vous allez tout savoir sur Israël. Comme vous le savez, Israël est sous tension face à des attentats imprévisibles au couteau. Les Israéliens veulent se protéger. Ces derniers jours, ils ont été des centaines à travers le pays à acheter des produits d'autodéfense. Ils vont même plus loin en s'inscrivant à des cours de Krav Maga. Vous savez, c'est ce sport national israélien qui permet de se défendre face à un assaillant. Les magasins sont débordés. Les professeurs de sport d'autodéfense dispensent leurs cours gratuitement, figurez-vous. Une façon peut-être d'essayer de garder le contrôle pour les Israéliens. Le reportage de Lise Barenbaum, on en parle après. Premier à pâtir des tensions actuelles avec les Palestiniens, les Israéliens se préparent à d'éventuelles attaques du mieux qu'ils peuvent. Parmi les armes disponibles, les appareils de défense distribués par les magasins qui vendent des équipements d'espionnage. Sprays poivrés, pistolets paralysants et battes de baseball. Les commerçants sont débordés. À Tel Aviv, une boutique située en plein cœur de la ville a vendu la valeur des stocks de 3 semaines en l'espace d'une seule journée. En Israël, il y a des hauts et des bas. Lors d'une vague de terreur, quand il y a des attaques dans les rues, nous avons beaucoup de succès. Toute la population se rue sur ces articles. Hommes, femmes, adolescents, enfants et personnes âgées. Stressés, les Israéliens s'emparent de tous les moyens pour pouvoir se protéger efficacement. J'habite à Ofra. Je connais les risques et aujourd'hui j'ai un enfant et je veux mieux contrôler la situation. Les sports d'autodéfense attirent aussi de plus en plus de public. Sur Facebook, un instructeur a même proposé ses services gratuitement pour aider les gens à réagir en situation d'urgence. 1000 personnes ont déjà répondu à l'appel. Plusieurs événements sont même prévus à Tel Aviv, Beersheva et Jérusalem. Les cours de tir accueillent aussi beaucoup de monde. Pourquoi je viens? J'habite à Kiryat Arba. J'ai besoin d'autres raisons. Quand as-tu décidé de porter une arme? À partir du moment où j'ai rendu mon arme à l'armée, j'ai compris que je devais obtenir ma licence pour porter une arme. Premier impératif à respecter, ne pas regarder son téléphone portable dans un lieu public, rester attentif aux personnes alentours et les jauger. Selon les professionnels de l'autodéfense, les assaillants préfèrent s'attaquer à des cibles faibles, absorbées par leurs pensées, et pas à quelqu'un de méfiant. Au lieu de filmer un incident, il faut se précipiter sur le terroriste et le désarmer ou le pousser dans un coin. Mais beaucoup d'Israéliens refusent de céder à la panique. Je me sens très bien, c'est notre pays. Nous ne devons pas leur montrer notre peur. Je pense que nous devons nous sentir libres. Si nous sombrons dans la peur, ce sera encore pire. Autre conseil prodigué par les professionnels, porter des vêtements épais qui peuvent faire la différence entre une légère blessure au couteau et une blessure critique. Sur les 7 derniers jours, les Israéliens ont dépensé près de 69 000 € en produits d'autodéfense. Mais le premier conseil prodigué est celui de rester en alerte à tout moment. Lise Barenbaum, Maurice Yvergan, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir également Denis Charbit. Bonjour, vous êtes professeur en sciences politiques. Merci de nous faire l'amitié de venir aujourd'hui. Alors Lise, on vient de le voir dans le reportage, les Israéliens veulent se défendre. Il y a aussi une sorte de psychose téléphonique en ce moment en Israël. Oui, alors en fait, la ligne d'urgence de la police est littéralement débordée d'habitude. La police reçoit en moyenne 600 appels par jour. Là, on en est à 25 000 par jour ces derniers jours et ça concerne à peu près tout. Les gens appellent pour parler d'individus suspects, de véhicules suspects, d'appareils suspects. Évidemment, c'est à Tel Aviv et Jérusalem qu'on enregistre le plus d'appels, respectivement 5500 et 6000 par jour. Et il y a même un rabbin, Israël Rosen, qui milite pour l'adaptation des nouvelles technologies à la loi juive, qui a autorisé le port d'un téléphone portable pendant le Shabbat, ce qui est normalement totalement interdit, pour des appels d'urgence. Oui, donc beaucoup de tensions, de pression, d'angoisse à Tel Aviv et Jérusalem principalement, mais aussi dans tout le pays. Et justement, le maire de Jérusalem, Nir Barkat, s'est exprimé au sujet du port d'armes des Israéliens et il se prononce pour. Écoutez. En Israël, on peut utiliser nos civils qui sont très bien entraînés à un niveau professionnel. C'est pour ça qu'ils ont des permis de port d'armes. C'est un grand avantage pour défendre la population israélienne. Aux États-Unis et en Europe, ils n'ont pas cet avantage. En Israël, c'est un réel atout et c'est un bon moyen de combattre cette forme de terrorisme. Des gens qui surgissent avec un couteau et blessent des gens innocents. Nous n'avons pas assez de policiers pour sécuriser toute la zone et protéger tout le monde.
Maurice Fergan, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? L'autodéfense comme ça des concitoyens, le port d'armes, c'est quand même dangereux, non? Oui, nous sommes à la limite, disons, de l'état de droit, parce que si ça peut paraître efficace dans certains cas, on est à la limite de la catastrophe, parce que à partir d'un moment, n'importe qui peut tirer sur n'importe qui. Ça peut dégénérer en bataille rangée. C'est-à-dire, il suffit que quelqu'un ait un soupçon pour ouvrir le feu sur quelqu'un qui ne lui plaît pas. Et donc là, on est au-deçà de la démocratie et de l'état de droit. Bah oui, d'autant qu'on a vu ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Il y a quand même beaucoup de dérives. On pourrait peut-être arriver à ça. Sauf qu'ici, peut-être que les concitoyens sont habitués aux armes puisqu'ils ont tous fait l'armée, non? Oui, mais est-ce que ça suffit? Je veux dire, imaginez que vous vous trouviez dans la rue, que vous êtes armé et vous voyez quelque chose de suspect. Il faut d'abord s'assurer que c'est bien un suspect, qu'il se passe quelque chose. Et trop de précipitation risque d'amener à des drames. Denis Charby, bonjour. Qu'en pensez-vous? Je pense aussi qu'il faut, dans une période actuelle, je ne suis pas surpris qu'il y ait une augmentation, qu'il y ait des discours qui vont dans ce sens, mais ça ne peut pas être sur la longue durée. Il faut à un certain moment, et j'espère que ce sera le plus tôt possible, je pense que chacun, en son âme et conscience, sait s'il doit porter une arme ou pas, s'il sait s'en servir. C'est une question aussi de compétence. Et puis je m'associe aux craintes d'une dérive, d'une utilisation. Vous savez, il y a près d'une femme par mois qui est assassinée par son mari. Je veux dire, je ne serais pas surpris si le chiffre doublait compte tenu de cette facilité avec laquelle on accorde des ports d'armes. Et donc, de ce point de vue-là, il faut mieux être vigilant. Encore une fois, dans la conjoncture actuelle, je le comprends, mais il faut aussi rétablir aussi un certain équilibre. Oui. Nous allons maintenant revenir sur un témoignage terrible et poignant, celui d'Adèle Bennett, une femme dont le mari Aaron a été poignardé à mort la semaine dernière lors d'une attaque terroriste dans la vieille ville de Jérusalem. Adèle a été grièvement blessée. Dans l'attaque, son bébé légèrement blessé également. Écoutez. נפלתי על הרצפה וניסיתי לתפוס בצעיר שיעזור לי לקום. תפסתי לו במכנסיים ואמרתי לו, בבקשה תעזור לי, תיקח את הילדים איתי. אני מבטיחה לך, אני גם מביא לך $1,000,000, רק תעזור לי, רק תיקח איתי את הילדים. אני מפחדת עליהם, הם תינוקות קטנים, הם לא עשו דבר. חיפשתי, והוא אמר לי, תמותי. ככה הסתכלו עליי כולם בכזה רוע, חיפשת זיק של רחמנות בעיניים. הגעתי לכוחות הצבא. אני כבר לא הצלחתי להחזיק מעמד, אני נפלתי ואז גם קלטתי שהיה לי סכין בצוואר. Denis Charby, ce témoignage poignant. Poignant, c'est l'expression même de la déshumanisation à laquelle tout conflit conduit, surtout lorsqu'il a plus de 100 ans. Et cette déshumanisation, il faut le dire, elle ne frappe pas simplement une Israélienne lorsqu'elle cherche une issue à sa détresse, elle nous frappe également dans la manière dont nous avons de considérer l'arabe, dans la manière dont on a traité les attentats une fois qu'ils ont été neutralisés. Et là, de ce point de vue, il y a une dérive terrible, c'est peut-être pire encore que le thème qu'on traitait tout à l'heure. Maurice Oui, Fergan. je voudrais rajouter qu'il y a eu plusieurs cas de juifs israéliens qui sont intervenus pour protéger un terroriste de leur corps, pratiquement. Ça s'est passé à Jérusalem, ça s'est passé ailleurs, parce qu'à bout d'un moment, effectivement, il y a cette humanité. Il faut absolument faire quelque chose pour porter assistance à quelqu'un qui est en danger. Et là, en l'occurrence, elle est allée demander assistance à des commerçants arabes de la vieille ville qui n'ont pas réagi. Et la justice israélienne pense peut-être inculper ces personnes-là pour non-assistance à personne en danger. Absolument. Et les violences de ces derniers jours ont débuté autour de la question du mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem. Cette semaine, Binyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a interdit l'accès à cette zone aux députés arabes et juifs. Le mont du Temple est donc un sujet qui exacerbe les tensions entre juifs et musulmans, mais aussi à la Knesset, le Parlement israélien. Regardez. Le mont du Temple ou esplanade des mosquées est le 3e lieu le plus saint de l'islam et le premier du judaïsme. Il y a 2000 ans s'y tenait le temple de Salomon. Malgré la victoire militaire israélienne de 1967, Moshe Dayan a fait retirer le drapeau israélien qui flotte sur le dôme du rocher et en a confié l'administration aux Arabes, interdisant par là même à tout juif de venir y prier. Le complexe est aujourd'hui contrôlé par le Waqf, une autorité religieuse sous la tutelle de la monarchie jordanienne. C'est un endroit sacré et c'est le droit de tous d'entrer dans son endroit sacré. Un statu quo fragile marqué par une longue histoire d'affrontements.
Je suis prêt et Israël est prêt à maintenir le statu quo exactement dans l'état dans lequel il a été depuis plusieurs décennies. Ce que nous voyons, ce sont des extrémistes palestiniens qui provoquent ces violences en échauffant les esprits. Cela est provoqué par de fausses rumeurs selon lesquelles nous menaçons les lieux saints musulmans et rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Une situation qui n'a jamais été acceptée par les juifs ultra-orthodoxes. Leur objectif est de prier sur le mont du Temple et pour certains d'y construire le troisième temple. Au niveau parlementaire, les réactions sont vives côté arabe et côté juif. Le député de la Knesset, Jamal Zaalka de la liste arabe unie, s'est rendu en septembre dernier au mont du Temple et a insulté les visiteurs juifs présents. En réaction, le député Avigdor Lieberman, qui dirige le parti Israël Beiteinu, a appelé le procureur général à poursuivre Zaalka pour voie de fait contre des juifs et des policiers. Un esclandre qui vise à enflammer l'atmosphère déjà explosive sur le mont du Temple. Le ministre de l'Agriculture israélien, Uri Ariel, un partisan de la prière juive sur le mont du Temple, a appelé le Premier ministre israélien et le ministre de la Sécurité intérieure à interdire l'entrée des députés arabes sur le complexe. Je demande au Premier ministre et au ministre de la Sécurité intérieure d'interdire immédiatement l'entrée du mont aux députés arabes, tout en limitant l'accès en permanence à tout activiste qui fomente des provocations en leur nom. Zaalka a déclaré qu'il avait l'intention de déposer une plainte à la police pour les centaines de messages de menaces violentes qu'il a reçus depuis l'incident. Odeh a publié un communiqué soutenant fermement son collègue député arabe et a déclaré que les propos de Zaalka reflétaient la position de la liste arabe unie sur la question du mont du Temple. La mosquée Al-Aqsa appartient aux musulmans. Et la seule façon de la défendre est de continuer notre lutte pour la fin de l'occupation et l'établissement d'un État palestinien dans les frontières de 67, dont la capitale est Jérusalem-Est. Le député israélien Moti Yogev du parti Habayit HaYehudi a été filmé en insultant une femme arabe marchant dans la vieille ville de Jérusalem. Une invective lancée dans la rue Haggai où ont été tués 2 Israéliens la semaine dernière. Alors Lise Barenbaum, comment ce statu quo a-t-il été institué ? Alors ça s'est passé en 1967 suite à la guerre des 6 jours. C'est Moshe Dayan qui était ministre de la Défense à l'époque qui décide de confier l'administration des mosquées qui se trouvent sur le mont du Temple au Waqf, qui est donc une autorité musulmane chargée de s'occuper des lieux de culte. Donc tout le monde peut y venir, mais seuls les musulmans peuvent y prier. Mais il y a beaucoup de juifs, Denis Charbit, qui aimeraient bien aller prier justement sur ce mont du Temple, parce que c'est très significatif, c'est plein de symboles, au niveau religieux c'est important. Pourquoi est-ce interdit aujourd'hui ? Alors, je dirais que c'est l'opposition qui est classique en politique entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Peut-être que, effectivement, des juifs veulent y prier, estiment que c'est un devoir religieux, c'est parfait. Mais il y a aussi une éthique de responsabilité qu'il faut avoir, et elle consiste aujourd'hui à persister, à interdire l'accès des juifs à prier sur le mont du Temple, parce que le résultat, c'est la catastrophe. Je veux dire, c'est là où l'autorité politique... Normalement, la religion devrait être un symbole de rassemblement, quand même. Mais est-ce que pour la prière, c'est pas possible de calmer tout ça et que tout le monde puisse vivre sa foi au même endroit? Pas dans les conditions de l'asymétrie qui existe entre les Palestiniens et les Israéliens. Créez-moi un État palestinien, retirez Israël des territoires occupés, et on pourrait imaginer, et encore difficilement, il faut bien le reconnaître, un certain compromis qui permettra à des Juifs, mais pas dans une situation où Israël est gagnante sur tous les tableaux. Vous pensez vraiment qu'il puisse y avoir un compromis dans ces conditions-là? Actuellement, pas du tout. Je ne pense pas. Je pense que le seul compromis actuel, c'est le rétablissement du statu quo pour des raisons de sécurité. Pas parce que je m'oppose au droit des Juifs à vouloir prier, mais parce qu'il y a des règles à respecter et que l'ordre public est un principe auquel on doit tous se soumettre. Maurice Fergan, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que nos responsables israéliens ont bien compris cette situation, puisqu'ils appellent en permanence à ne pas modifier le statu quo. Il y a eu Benjamin Netanyahou, il y a eu Reuven Rivlin et d'autres députés qui ont affirmé qu'il n'était pas question
de changer le statu quo. Alors maintenant, il y a des accusations de part et d'autre. Les musulmans accusent les Israéliens de vouloir judaïser la vieille ville. Les Israéliens accusent les musulmans d'avoir changé, eux, le statu quo en construisant une mosquée en dessous des mosquées à Al-Aqsa. Des deux côtés, on s'accuse. Alors il faudrait effectivement revenir à un peu plus de raison et voir la situation telle qu'elle est et rétablir ce statu quo qui permet aux Juifs de monter en tant que visiteurs, mais pas en tant que fidèles, pas pour y prier. Oui, mais c'est quand même un endroit important. Il y avait le premier temple là-bas. Donc pour les gens comme ça qui ont cette envie, cette foi, c'est compliqué de dire à ces gens n'allez pas prier quelque part quand même. Mais si c'est la vie humaine, c'est un symbole. Attendez, c'est un symbole et la pour notion les du respect de la vie humaine, elle ne met pas en cause n'importe quel commandement. C'est un des principes fondamentaux du judaïsme. Aujourd'hui, c'est dangereux que de vouloir, au nom de la liberté du culte, c'est de la mauvaise foi. Je veux dire, ils savent très bien ce qu'ils font lorsqu'ils réclament ce droit-loi dans les circonstances actuelles. Merci beaucoup Denis Charbit, merci Maurice Ifergan, merci Lise Barenbaum. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité à nos programmes. Restez ensemble, restez avec nous, car Midi Ensemble, ça continue.